joint à cette nouvelle session de Cloud Shot. C'est la 21e que l'on fait avec Davy. Cette fois, c'est pour le sujet de l'IA, de la Gen AI. On a beaucoup parlé d'IA ces derniers temps. On a beaucoup d'entreprises qui surfent sur le business de l'IA. Donc aujourd'hui, essayons de faire le point sur ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on peut en retirer de l'IA. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Davy. Merci Davy d'être toujours parmi nous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est une très bonne introduction. On va aller voir ce que ça donne. On espère Ok. que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à interagir, posez vos questions. Prenez la parole si vous voulez aussi. On est en comité assez restreint aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Commençons par une définition, Davy. Si tu peux nous récapituler la différence entre IA, machine learning, deep learning, IA générative, foundation model. Il y a beaucoup de termes. Est-ce que tu peux essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça? Ok, alors on est parti pour 3 heures. Non, je plaisante. C'est beaucoup plus simple que ça. Par où commencer? Beaucoup de ce qu'on voit tourner autour de nous aujourd'hui en IA, c'est de l'IA générative. Et l'IA générative, en fait, c'est une sous-section de sous-section de sous-section de tout ce qu'on vient de dire. Donc, il faut effectivement, comme tu le dis, définir les termes pour savoir d'où on vient. Donc, l'IA, c'est le champ des applications, parce que finalement, il s'agit d'applications développées par des êtres humains en informatique qui ont vocation à imiter un comportement humain. D'accord? Donc, c'est ça l'IA. Les premières qu'on a pu connaître, je sais pas pour vous, moi j'ai connu ça dans les années 80-90, c'était les jeux d'échecs électroniques, avec des pions qu'on mettait sur une grille métallique, qu'on plaçait, et ça analysait la partie. Ça, c'est les premiers, c'est-à-dire que c'est de l'application. Une application, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette application, quelqu'un s'est pris la tête et a pris beaucoup de temps à coder toutes les interactions possibles. Voilà ce que c'est qu'une application. Une application, c'est j'ai un input, j'ai un autre input, ça donne un output. Voilà, si je change l'input, voilà ce qui se passe. Si je change l'opérande, voilà ce qui se passe. Et on écrit en fait littéralement toute la logique. C'est ça. Donc une IA, historiquement, le Oui. champ de l'IA, c'est fabriquer des applications automatisées qui sont capables de, ici par exemple, de jouer une partie d'échecs à la place d'un autre être humain avec vous. Mais il est arrivé un moment où on a vu que ces champs-là, ils avaient une certaine contrainte, c'était que faire une partie d'échecs, finalement, c'est des pions, c'est des combinaisons, vous pouvez faire telle série, telle série. On va dire que toutes les parties possibles sont presque écrites, on peut presque les écrire en une seule fois, en un seul document. Il est un peu long, évidemment, et elles n'ont pas toutes un intérêt, mais on pourrait. Et est né un autre champ qui est la capacité d'un outil à apprendre. Donc non pas on lui dit comment jouer, mais on lui dit comment observer la partie et comment comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle le champ du machine learning. Donc le champ du machine learning, il est né il y a quelques décennies maintenant, c'est un des plus anciens avec l'IA tout court. Les premières rentrées dans les entreprises qu'on a aujourd'hui beaucoup, c'est du machine learning, c'est-à-dire j'ai des objets dans mon catalogue, ils sont quelques centaines de milliers, et j'aimerais être capable de qualifier, calibrer tout de suite quelle catégorie d'objets j'ai face à moi, combien j'en ai, et potentiellement analyser statistiquement la tendance de consommation de ces objets. Le machine learning, ça présuppose de deux choses. D'une part, de la donnée d'origine, qui a une particularité, c'est qu'elle doit être structurée. Un outil de machine learning ne peut pas apprendre tout seul. Un outil de machine learning ne peut apprendre que parce qu'on lui donne quelque chose à faire, parce qu'on lui explique ce qu'il doit faire. Donc en gros, on doit lui donner ce qu'on appelle une donnée structurée, c'est-à-dire en fait une donnée dans laquelle on explique quel est le sens de toutes les données. On a des labels, on va étiqueter tous les objets. Et donc un outil de machine learning va ensuite apprendre par répétition de la lecture des interactions entre tous ces objets, ce qu'on appelle un algorithme. Donc en fait, un algorithme, c'est quoi? C'est une logique, des patterns d'apprentissage logique, les découvrir, et ensuite, une fois qu'il les a découverts, on peut lui dire, maintenant que tu sais faire, vas-y, applique-les systématiquement, plutôt que ce soit moi de me faire chier à les faire. Donc ça, c'est le machine learning. Machine learning, c'est j'ai beaucoup de données, je ne peux pas rentrer toutes les combinaisons à la main moi-même, donc je vais dire à un outil, apprends toutes les combinaisons possibles, et ensuite, possiblement, je vais t'orienter vers un résultat escompté, qui serait de trier un résultat. Un outil de machine learning commun, c'est par exemple être capable de trier si un mail, c'est du spam ou pas du spam. Parce qu'on définit ce qui est du spam, on définit ce qui n'est pas du spam,
et on affine au fur et à mesure des cas d'usage, qu'est-ce qui rentre dans le spam, qu'est-ce qui rentre pas dedans, et on l'aide ensuite à apprendre vous voyez, en touchant des réglages, en disant ah ça c'est pas tout à fait juste, là t'as pas tout à fait bien vu, et donc c'est comme ça qu'on règle l'algorithme. Par contre, le machine learning part du principe qu'on a de la donnée qu'elle est structurée. Okay. La contrainte de cette donnée structurée, on va en reparler puisque c'est quand même très lourd de conséquences. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai plein de données qui ne sont pas structurées? Justement, si moi je ne peux pas structurer la donnée, c'est-à-dire que je récupère des quantités astronomiques de données, et s'il fallait que je commence à les labelliser les unes derrière les autres, ça me prendrait une force de travail à un temps monstrueux, alors qu'en fait, moi j'ai juste la donnée et je suis sûr qu'on pourrait le faire lire en fait à un produit. Ça, c'est le champ du deep learning, qui est un sous-champ du machine learning. Dans le deep learning, on dit, bon, ok, tu sais quoi, si l'outil est capable de lire on va dire des labels, il peut être capable de détecter lui-même des formes d'organisation en fait, dans une donnée non structurée et trouver sa propre structure. Donc là, littéralement, c'est comme si on avait dit au jeu d'échecs, au lieu de coder toutes les parties, donc le machine learning, ce serait de lui coder toutes les positions possibles, mais pas toutes les parties, et donc il apprendrait à force de regarder les parties. En deep learning, vous allez jouer des parties devant lui, vous n'allez rien lui expliquer, et il va devoir apprendre, par l'ingestion de ces parties, quelles sont les combinaisons possibles, quelles sont les actions possibles. Et on s'aperçoit que dans le deep learning, dans une donnée non structurée, quand on fait ça, ben, les outils de deep learning sont très doués pour détecter justement la structure de la donnée, des liens logiques dans la donnée. Donc l'intérêt du deep learning, c'est d'aller plus loin, de dire, moi j'ai une donnée, soit c'est trop embêtant à moi de la ranger, soit je suis même pas capable moi-même de comprendre comment la ranger, et je voudrais avoir un outil qui est capable de détecter des formes de répétition de patterns. Et c'est ça l'intérêt du deep learning. L'inconvénient du deep learning, c'est que ça demande des moyens beaucoup plus importants et beaucoup plus chers à utiliser, puisqu'ici, on va utiliser ce qu'on appelle des neurones à des réseaux à neurones profonds. En gros, on va recopier un peu le fonctionnement du cerveau humain. Je rappelle que le cerveau humain, on ne le maîtrise toujours pas, hein, donc on recopie plutôt l'idée qu'on se fait de l'apprentissage dans un cerveau humain. Et ce qu'on appelle les neurones, en fait, ce sont des cellules de traitement qui ont un input, qui font quelque chose, qui donnent un output, et qui dit, bah, ce output, il rentre dans telle catégorie. Et ensuite, ils transmettent au neurone suivant. Et le neurone suivant, lui, fait le même traitement. Il dit, attention, ouais, par contre, là, tu t'es trompé. Et là, vous voyez, le but, c'est de faire des allers-retours comme ça entre neurones pour dire, bon, le bon canal, à force d'apprendre, c'est ça. C'est ce chemin-là et pas un autre. Si là, ça arrive au mauvais endroit, il y a une erreur, donc on refait et on approfondit. La différence avec le machine learning, c'est qu'on a, on va dire, pour faire grossièrement, pour simplifier, un filtrage d'apprentissage. En deep learning, on en met des dizaines les uns derrière les autres, qui font, vous voyez, comme des passoires de plus en plus petites pour arriver au résultat. L'avantage du deep learning, c'est que ça nous donne des résultats assez bluffants. L'inconvénient, c'est que des fois, on est incapable d'expliquer pourquoi. Et c'est un peu gênant, parce qu'on est un peu responsable de ce que fait l'outil. Et donc, si l'outil se met à prendre des décisions et qu'on n'est pas capable de justifier, bah, en fait, on a un problème de responsabilité par rapport à l'outil qui fait le boulot. Je vous donne un petit détail, petite anecdote. Si vous demandez à des êtres humains de trier des photos en détectant les photos, il y a des fenêtres ou pas de fenêtres dans une photo. L'être humain, son regard, il va être attiré par la luminosité du point de la fenêtre. C'est-à-dire que la source de lumière va servir. Ça va être le premier truc qu'on regarde, hein, statistiquement ça a été étudié. La pupille va se concentrer sur les points de lumière. On a fait des outils de deep learning qui font ça. Ils détectent les ombres portées dans la pièce. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ils arrivent au bon résultat, mais ils ne regardent jamais au bon endroit. Vous voyez ? Et on est incapable de justifier pourquoi. L'IA générative, c'est quoi? Donc, c'est un champ. Dans la définition, il y a déjà le terme qui nous intéresse, générative. Donc, le but d'une IA générative, c'est de générer du contenu pour l'être humain, à la place de l'être humain, un contenu que l'être humain aurait pu faire. On compte dans les champs d'IA générative la création de texte. Donc, si demain vous lui dites J.K. Rowling, je l'aime pas, je vais réécrire Harry Potter moi-même, bah, je vais dire écris-moi un bouquin en tant de chapitres sur un enfant sorcier, etc. Et le boulot d'un outil d'IA génératif, c'est de vous générer le texte, avec potentiellement une influence sur la forme du texte, sur le style, sur l'orientation, enfin, plein de choses qu'on peut faire. On peut lui faire créer de l'image, vous l'avez déjà vu avec des outils comme ChatGPT maintenant qui en fait et d'autres, ou Midjourney, ceux qui font de la musique, ceux qui font des vidéos. L'IA générative, c'est fait aussi pour faire de la synthèse de texte, c'est-à-dire prendre un texte et en extraire les valeurs intéressantes. C'est fait pour faire du résumé de texte. Donc l'extraction et le résumé, c'est pas la même chose, hein. L'extraction, c'est aller prendre des mots intéressants qui sont utiles pour nous, mais pas forcément les résumés. Les résumés, c'est condenser un sens.
On a des IA génératives qui sont très douées à la traduction. Vous en utilisez très souvent aujourd'hui. Vous en avez qui sont doués aussi à la création, donc comment dirais-je, de recommandations, par exemple. Vous en avez qui sont très doués aussi à imiter l'humain dans une discussion. Ce sont des chatbots. On a donc des agents conversationnels. On a aujourd'hui des outils qui sont même faits totalement pour la question-réponse. Et on en a qui sont doués, par exemple, pour fabriquer du code applicatif. Par contre, attention, chacun d'entre eux a un rôle précis. Et donc, quand on utilise un outil d'IA génératif qui fait un truc précis, on utilise ce qu'on appelle des foundation models, des modèles de fondation, fondamentaux, qui, eux, ont été travaillés pour ça. Et me dire, ouais, mais je comprends pas par rapport à l'IA générative et le deep learning, c'est quoi la différence? L'IA générative, la différence, c'est qu'il y a des gens qui se sont pris le chou et qui ont mis beaucoup de force de travail et d'argent pendant plusieurs années à entraîner des modèles, à les rectifier pour qu'aujourd'hui vous puissiez utiliser des IA génératives comme ChatGPT en ayant la sensation que ça a été fait comme ça. Non, en fait, ce que fait Mistral, ce que fait OpenAI, ce que fait ChatGPT, c'est des entraînements depuis des dizaines d'années sur des quantités de données astronomiques. Donc, je dis tout de suite, pour prévenir, ceux qui seraient tentés de recréer leur propre IA générative, je ne suis pas convaincu que ce soit très utile. Hein. Parce qu'en fait, si vous essayez de réinventer la totalité de ce que fait ChatGPT vous-même, il faudrait les mêmes puissances de calcul pour arriver au résultat identique. Donc l'intérêt d'une IA générative aujourd'hui pour nous, en tant qu'utilisateurs, utilisatrices, c'est que c'est un service fourni par d'autres, pré-entraîné, pré-modélisé, fait pour des choses et amélioré, régulièrement remis à jour. Voilà, je pense que ça sert d'introduction. J'espère que ça clarifie pour tout le monde. Pour continuer un peu sur la sémantique autour de l'IA, il y a d'autres termes quand on parle d'apprentissage. Est-ce qu'on parle plutôt de deep learning ou de machine learning? Quand on parle d'inférence, quand on parle de RAG, est-ce que tu peux nous situer ces mots, dans l'écosystème? Oula, on va voir peut-être à les mettre en contexte après avec des cas d'usage. L'apprentissage, c'est tout ce qui constitue fournir une donnée à un algorithme qui doit découvrir une pattern répétitive dedans pour ensuite fournir un modèle. Le modèle, c'est ce qu'on consomme. L'algorithme, c'est ce qui a appris. C'est la logique d'apprentissage. Donc, on a la donnée d'origine, on a l'apprentissage, c'est-à-dire la lecture, on va dire, hein, la détection de formation de pattern. La détection de formation de pattern, ça devient l'algorithme. L'algorithme, ensuite, nous, on le bidouille avec coup de tournevis, on l'ajuste. Et quand on le rend aux autres, ça devient un modèle qu'on consomme. Et ce qu'on appelle l'inférence, communément, c'est le fait d'interagir avec un modèle que vous avez fabriqué ou qu'on vous a fourni. D'accord, c'est pour le tester? C'est pour Alors, faire c'est quoi? pour interagir avec et lui demander. Toi, de ton côté, est-ce que tu as déjà fait usage de ce genre de produit à titre personnel? Un LLM? Oui, ou même une IA générative. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'utilise, ChatGPT tout le temps. C'est comme à peu près, tout le monde aujourd'hui, je pense qu'on a compris un peu la productivité, l'utilité que pouvait avoir cet outil, notamment quand on a des sujets complexes à résoudre. Je vous donne un exemple, par exemple, lors d'un achat immobilier, ça m'est arrivé récemment. Il est vrai que calculer soi-même quel est le coût réel de l'achat qu'on va faire en incluant, tous les coûts cachés, donc les frais de dossier, le taux et cetera, ça peut être très, très compliqué. Il faut aller chercher, soi-même sur Google, chaque règle. Alors qu'en réalité, quand on fait un prompt sur ChatGPT en mettant exactement, ce qu'il y a dans notre dossier, il va nous ressortir le prix, qu'on va payer, noir sur blanc, quoi. Ok. Et là, tu as l'usage que tout le monde fait, c'est-à-dire je rentre dedans, je rentre innocemment ma question en pensant qu'il a la réponse ultime. Et comment tu sais que le résultat il est fiable? Eh ben, on a coutume de dire qu'on ne sait pas, on ne peut pas être sûr que le résultat est fiable, donc il y a toujours une partie de vérification. Et c'est ça le problème aujourd'hui des IA génératives, c'est un des problèmes majeurs, c'est celui qu'on doit soulever en premier dès qu'on utilise. Une IA générative ne comprend pas le sens des questions qu'on lui demande. Donc si une IA générative, on lui demande un truc qui n'existe pas, elle va s'entêter quand même à vous fabriquer une réponse. Donc il faut comprendre en fait qu'à l'intérieur d'une IA générative, l'IA générative, elle ne lit pas les mots. Elle va découper les mots en ce qu'on appelle des tokens, des jetons, des unités au minimum gérables pour son apprentissage, qu'elle va faire entrer dans une moulinette de représentation, ce qu'on appelle une base de données vectorielle. Pour faire simple, une base de données vectorielle, c'est un peu une espèce de base de données où on peut remplir des tokens, où on peut les ranger avec des valeurs numériques, dans un espace tridimensionnel. Et donc, ce qui va nous intéresser ensuite, c'est l'opposition d'une valeur par rapport à d'autres
justement dans l'espace. Et donc, quand vous allez faire une demande, par exemple, de financement immobilier, il va chercher le mot financement et le nombre de tokens qu'il constitue. Il va regarder où ils sont, il va regarder le mot financier, il va regarder tous les mots comme ça, tous les éléments qui constituent. Et il va aller regarder ensuite les relations possibles par rapport à son apprentissage de ce qu'il peut aller chercher comme mot à plus ou moins à proximité selon l'algorithme qu'on lui a donné. Et le résultat que vous peut obtenir, c'est quelque chose qui peut être tout à fait, comme tu dis, bluffant, te renseigner, te faire gagner un temps fou et ne pas avoir à savoir. Le risque, c'est qu'il te donne une réponse dont tu ne puisses pas vérifier la véracité et qui est totalement inventée. Et ça c'est vérifié, c'est ce qu'on appelle faire des hallucinations. Et les hallucinations dans l'IA générative, c'est quelque chose de totalement commun. C'est marqué dans les outils d'utilisation, dans les modèles d'utilisation. On vous le dit, attention, le modèle ne peut pas être considéré comme expert dans tous les domaines et il ne peut pas être considéré comme être fiable et ultime. C'est pour ça qu'il y a des domaines dans lesquels on les interdit carrément, les IA génératives. Si vous demandez résume-moi un document de loi parce que je ne le comprends pas, il peut faire. Si vous dites moi je voudrais remplacer un avocat par ChatGPT, c'est pas la peine. Ça a déjà été fait. L'année dernière, il y a un use case très connu. Il y a un cabinet d'avocats aux États-Unis qui s'est fait débouter, qui a pris une amende parce qu'en fait, ils utilisaient des jurisprudences. Donc, jurisprudence, c'est des cas qui ont déjà fait loi, comme exemple, qui n'existaient pas parce que ChatGPT lui a inventé, parce qu'en fait, il essayait de lui répondre. Récemment, j'ai quelqu'un, moi, sur un podcast où je participe, qui a démontré l'exemple encore. Il a utilisé ChatGPT pour vérifier des failles de sécurité dans du code applicatif. Il s'avère que ChatGPT est excellent pour ça. Par contre, il lui a demandé de les justifier et de référencer ce qu'on appelle les CVE, les Common Variety Exposure, qui existent, qui justifient. Et 30% d'entre elles n'existaient pas. Mais il lui a donné une liste de trucs qui justifient ce qu'il dit. Donc on a un souci ici, c'est que on a un problème de fiabilité quand même. Il y a du déchet. Il y a du déchet. Je sais plus qui avait dit ça, mais j'avais vu une vidéo d'un prof qui expliquait à ses élèves qu'il ne faut pas tout demander à ChatGPT parce que si on pose une question, et l'exemple qui a été pris, c'était en quelle année est mort Victor Hugo, et ChatGPT a répondu une réponse complètement fausse. Donc il y a une partie vérification qui est essentielle. Mais pour aller plus loin, est-ce que tu penses qu'il y a un moyen d'avoir une IA qui est plus spécifique, plus performante sur un sujet en particulier et de pouvoir réduire son champ d'erreur? Alors oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas les prendre tels quels, mais qu'il est quand même quelque chose de... C'est-à-dire qu'on on va pas avoir le discours de dire c'est de la merde, il ne faut surtout pas utiliser, mais il faut avoir justement se prémunir de l'idée en disant alors qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler? On a deux choix. Si on a les moyens, on fabrique nous-mêmes et on fait du machine learning ou du deep learning. C'est-à-dire que pour être sûr du résultat et qu'il ne vous invente rien, le meilleur moyen, c'est de maîtriser le modèle. Sauf que là, c'est pas la même chose que d'ouvrir la console de ChatGPT. Parce que c'est beaucoup, je vais insister encore, plus lourd et plus cher et plus dur à mettre en place. Quelqu'un qui me dit je vais en faire, demain je vais me mettre à faire du machine learning moi-même, c'est bien, hein, c'est une bonne volonté, mais ça demande beaucoup de travail. L'avantage, par contre, dans un outil de machine learning, on l'a dit, c'est de la donnée structurée. Un outil de machine learning, c'est fait pour la précision absolue, justement. C'est fait pour ça. Ça va être fait pour dire, je sais exactement ce que je te donne à voir, je sais exactement ce que je veux que tu fasses, et je vais te customiser au plus possible pour que tu fasses exactement ce que je veux que tu fasses quand j'en ai besoin. OK? Mais ça demande beaucoup de travail. Si maintenant on est sur des données non structurées, ça veut dire qu'il va falloir commencer à inventer l'eau chaude soi-même, donc refaire du deep learning soi-même. Et ça démultiplie les besoins encore, enfin les investissements par rapport à du machine learning. Je dirais par un facteur de 5 ou de 10, hein, littéralement. Donc là, on s'aperçoit que ça peut être difficile. D'où la séduction des outils d'IA générative. Parce qu'on arrive en fait à un niveau, c'est pour ça que ça a plus de succès maintenant qu'à une autre période, c'est qu'on arrive à un niveau où les gens ont réussi à faire des trucs qui sont consommables tels quels et qui donnent des résultats assez intéressants. Alors, est-ce qu'une IA générative peut être, on va dire, plus précise? Oui. Et tu en as parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle utiliser des RAG, Retrieve Augmented Generation. Le RAG, c'est un peu comme si vous aviez une IA générative qui est très bonne pour faire du texte, mais elle ne connaît pas du tout votre métier. Et vous êtes dans la boucherie-charcuterie. Donc il y a plein de terminologies de boucherie-charcuterie qu'elle ne connaît pas. Donc quand elle vous explique, quand elle vous génère du texte, par exemple, imaginez vous essayez de créer un bouquin de formation pour des nouveaux bouchers charcutiers, vous allez trouver que ça manque de précision dans le langage. C'est-à-dire que c'est bien écrit, littérairement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, ça sonne français, on dirait un être humain qui l'a écrit, mais il manque les termes qui vont bien.
Attention, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas d'hallucination. Ça veut dire juste qu'ici, on va lui rajouter. Donc le RAG, c'est ce qu'on appelle des knowledge base derrière, c'est-à-dire en gros, c'est un document texte par exemple, ou des documents d'exemple, ou des bases de données dans lesquelles on va donner tout ce vocabulaire en plus. Donc on va enrichir l'outil qu'on utilise quand on le... Alors pas l'apprentissage, hein, il ne s'agit pas de réapprendre. C'est comme si vous aviez fait un apprentissage avec un algorithme. Vous avez votre algorithme qui est là, puis vous avez votre machine, votre modèle de fondation, enfin, votre FM, et c'est dans le modèle où on vous dit, au fait, le RAG, c'est comme une espèce de petite prise dans laquelle on peut injecter de la donnée en plus, qui va faire qu'au moment où on la requête, bah, il va pouvoir fabriquer sa réponse avec son algo à lui, mais aussi le contenu du RAG. Et donc là, on a une façon pour nous de spécialiser. Donc ça, c'est possible. On le fait dans des domaines de métiers particuliers ou chez un éditeur qui a tout un langage, tout un vocabulaire. Ça peut être bien aussi pour alimenter un outil par exemple, d'un chatbot, où on trouverait que souvent les réponses ne sont pas tout à fait adéquates sur certaines questions et qu'on va prendre les questions et les vraies réponses qu'on attend et on va lui injecter pour qu'il puisse s'en servir comme exemple. Donc littéralement, vous allez lui donner en fait des listes d'exemples, de mots à aller chercher et en les mettant à cet endroit-là, ils auront plus de valeur que d'autres et ils prendront leur place. Ça n'empêchera pas l'IA générative de faire à nouveau des hallucinations, mais peut-être déjà beaucoup moins et d'être un peu plus juste sur ce qu'on lui dit. C'est vrai que ce que tu dis, on l'a mis en place chez nous sur notre solution Arosphère via l'assistant IA. Donc on a mis de l'IA générative derrière et on a créé un RAG qui est entraîné sur des éléments de langage qui est propre à notre business. Et c'est comme ça qu'on arrive à ressortir des situations et des réponses beaucoup plus précises. Et ce qui est génial avec le RAG en plus, c'est que comme ça ne nécessite pas de réapprentissage, on peut l'alimenter fréquemment, donc plusieurs fois par jour, Oui, pour réajourner et remettre à jour. Ce qui est quand même beaucoup mieux que de se lancer derrière un réapprentissage qui pourrait prendre des semaines, qui serait figé dans un état, qui devrait être testé et validé, ce qui demanderait beaucoup d'investissement. c'est vrai. Mais de manière générale, du coup, la Gen AI, elle change complètement notre rapport aujourd'hui à la technologie. Je pense que de la même façon que les téléphones ou Internet ont changé notre rapport à l'information, l'IA change aujourd'hui notre rapport à la technologie. Et ben, on le voit, on utilise tout ça aujourd'hui pour faire différentes tâches. Par exemple, j'ai des collègues qui l'utilisent pour faire des synthèses sur Outlook, ça marche très bien. Quand on n'a pas envie de lire une suite d'emails, de 20 emails, on demande à Copilot de faire, une synthèse sur les emails. Donc tout ça, ça a l'air vraiment fabuleux et comme tu as dit, vraiment, bluffant. Mais du coup, quel est le revers de la médaille? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte quand on fait ce genre d'action? Il faut prendre en compte que ce sont que des assistants. C'est-à-dire que quand on nous vend, quand on nous scénarise une histoire où ça remplace l'être humain, non. Non, ou alors c'est que ça vous remplace et que vous faisiez déjà beaucoup de bêtises. Donc pourquoi pas, à la vite, mais non, ça remplacera pas l'être humain. Parce que ce sont des outils qui nécessitent d'abord qu'on leur parle, qu'on leur dise ce qu'on veut faire, et ensuite qu'ils soient confirmés sans arrêt. Donc il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre comment on interagit avec et comment on rend les limites de ces produits. Donc comprendre comment ça marche, c'est comprendre justement que ça ne comprend pas forcément les questions, que ce sont des automates statistiques qui vont chercher la chaîne logique la plus probable. Ensuite, on va donc comprendre comment interagir, c'est ce qu'on appelle le prompt. Là, on a prévu de revenir d'ailleurs sur ce sujet cette année, de faire un sujet là-dessus, puisque c'est le titre qu'on a donné, on a dit à question bête, réponse bête, c'est-à-dire que si je ne sais pas ce que j'ai à demander à mon outil d'IA générative, l'outil d'IA générative ne générera rien de plus que ce que je lui ai demandé. Si vous lui dites fais-moi un bouquin sur les dragons roses, vous lui dites pas quoi, combien de pages, quel est le vrai sujet, quel est le sens de l'aventure, combien de chapitres, en quel langage, vous lui indiquez rien. Donc il fera quelque chose d'ultra générique qui est représentatif de son modèle d'apprentissage. C'est vrai. Et- Et il y a une histoire de coût écologique aussi, non? oui, et il y a un coût principalement effectivement énergétique, c'est-à-dire que si vous me dites je cherche juste un renseignement pour trouver un lien d'un site web sur Google et vous faites la même chose dans ChatGPT, c'est l'équivalent de 10 fois plus d'électricité de consommer. Parce qu'aujourd'hui, il y a là où l'outil de Google était fait pour faire c'est du machine learning, de la recherche bête et simple de syntaxe et de trouver le lien le mieux référencé dans sa base. L'autre, il va aller devoir apprendre toutes les bases présentes. Il va essayer de comprendre le sens, donc découper ce que vous lui demandez et retrouver. Et même chose, il n'est même pas sûr que le lien qu'il vous donne existe. Donc, je rajoute ce double coût, c'est écologiquement, économiquement pas très intéressant. Et en plus, ça nous met quelque chose de pas très fiable dans les mains.
En fait, il y a une multitude d'actions qui est entreprise par, Ouais, par l'IA. ça a l'air très simple, ça a l'air simplifié devant nous. On fait je parle, ça me répond, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si on regarde les évolutions qu'on a aujourd'hui, des gens comme chez Google avec Yann Lequin, etc., ils sont en train de nous faire comprendre qu'ils rajoutent encore plus d'interactions cachées pour essayer d'affiner les trucs. Enfin, ça veut dire que la question, son traitement va être remouliné je ne sais pas combien de fois aujourd'hui. On peut se poser la question de l'utilité de sortir une artillerie aussi lourde pour des fois une requête aussi simple. Ouais, je vois. Revenons sur ce que tu as dit qui était très intéressant, sur le fait que la Gen AI ne va pas remplacer l'humain. Il y en a beaucoup qui parient sur cet avenir. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là parce qu'effectivement, je vois ce qu'apporte l'IA, mais en aucun cas, aujourd'hui, elle est en mesure de pouvoir remplacer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs, comme on l'a dit. Est-ce que on peut prendre un exemple? Par exemple, celui du monde du développement, pour lequel l'IA est quand même, relativement efficace. Alors, c'est un des domaines dans lequel on dit que l'IA va remplacer l'humain le plus facilement. Alors pourquoi on dit ça? Pourquoi le développement c'est spécial? Si je vous demande d'écrire un livre, romancé, il y a une infinité de possibilités pour arriver à écrire ce bouquin. Si maintenant je vous demande d'écrire le code d'une application, il n'y a pas tellement une infinité de possibilités. Finalement, une application, ce sont des logiques algorithmiques, mathématiques, statistiques, qu'on va appliquer les unes derrière les autres. Et les développeurs et développeuses, ce sont des gens qui apprennent ces langages informatiques à les manipuler, à les structurer avec la logique qui leur est propre, pour ensuite structurer des comportements. Donc finalement, si c'est de l'algorithmie et des maths, j'ai envie de vous dire, l'ordinateur peut être aussi doué que nous. Et donc là, effectivement, on tombe sur un challenge. On va vous dire aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, une IA qui génère du code, elle peut générer du code plus vite qu'un être humain. Ouais, c'est vrai. Et souvent, on se pose la question, donc des devs, qu'est-ce qu'ils font comme boulot? Les devs devraient, s'ils veulent rester pertinents, devenir des experts dans les IA génératives. Leur idée, ce serait d'arriver à dire, au fait, c'est vrai que ça peut chier du code à la tonne beaucoup plus vite que nous. En gardant en tête que le code qui va être généré, il va être généré sur une demande qui doit être analysée. Est-ce que la demande était bonne? Et est-ce que le code qui en résulte est bon? Et ça, aujourd'hui, c'est pas le client qui demande l'application qui va être capable de le faire. Donc, si un client vous dit demain, moi, j'ai plus besoin de dev pour faire tout mon appli, il suffit que j'aille voir ChatGPT, je lui demande, il va me générer un code. Ouais, comment expliquer? C'est comme si vous essayez de construire une maison en allant voir directement les artisans, sans plan, et en disant, c'est bon, du moment que j'ai demandé aux bonnes personnes, ils vont fabriquer la maison. Bon courage, je pense que votre maison va être inhabitable pendant plusieurs décennies. Donc, en fait, il faut quand même quelqu'un qui à l'entrée fait le tri en disant est-ce que la demande elle est cohérente? Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle est compatible avec ce qu'on veut faire? Est-ce qu'elle respecte les normes, etc. Et traduire ça ensuite en œuvre à réaliser, puis ensuite on contrôle. Avec un architecte ou une architecte dans une maison, c'est quelqu'un qui vous aide à clarifier les idées, à les planifier, à les organiser, à les structurer, à les documenter, puis à les passer aux personnes qui vont exécuter, mais à garder le contrôle et aller jusqu'au bout de l'œuvre. Donc, penser que les clients vont pouvoir dégager les développeurs, développeuses et demander à des IA de faire leurs API à leur place. Soit les clients sont très doués chez vous pour formuler ce qu'ils veulent. Moi, je sais pas, moi d'expérience, c'est pas mon cas. J'ai souvent des clients qui ont beaucoup de mal à formuler leurs besoins. Non pas par bêtise, mais parce que souvent ils l'ignorent ou ils savent pas le formuler pleinement. Et de l'autre côté, j'ai des clients qui vont se retrouver avec une appli, ok, ils vont déployer le code et ils seront incapables de l'utiliser, il y aura des trucs qui ne marcheront pas, ils auront des erreurs, ils seront incapables de les comprendre. Donc le boulot des développeurs et développeuses ici, leur utilité, c'est de dire, moi je viens incarner les parties qui manquent à l'IA. L'IA générative ne vient m'assister qu'à fabriquer, vous voyez, du volume de code. Et mon intelligence, c'est de prendre le besoin du client, de le traduire en un prompt très bien fait, très efficace, qui va me générer un code qui a des chances d'être déjà de très bonne qualité. Et ensuite, je vais faire une review. Moi-même, je vais venir faire le correcteur en disant, OK, ce qu'il m'a dit là, c'est un peu nul. Là, c'est n'importe quoi. OK. Et ensuite, essayer d'affiner le produit. Ce serait ça le boulot des développeurs et développeuses. Et on est plus à ce niveau-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je dis souvent dans les cours techniques, une IA générative ou une IA tout court, c'est pas une solution. C'est souvent une brique de service au milieu d'autres services qui représentent nos besoins. Très intéressant ce que tu dis. Donc effectivement, en fait, il y a l'entrée et la sortie, à savoir comment j'envoie le message de la meilleure façon pour que, l'IA fasse ce que j'attends. Oui. Ah, oui, Samy, tu veux dire quelque chose? David, merci pour l'explication déjà. C'est super intéressant. J'aimerais peut-être ajouter une petite idée.
En fait, on se rappelle, il y a 20 ans peut-être, quand Google est devenu un peu, en fait, le buzz, il a fait le buzz. Les gens, ils ont commencé à dire, bah, toi, en fait, t'as pas fait beaucoup d'efforts, tu as trouvé ton information sur Google. Et les gens ont commencé à dire, voilà, le moteur de recherche, il va commencer en fait changer nos méthodes de travail, nos habitudes. C'est devenu un outil indispensable après. Et pour moi, l'IA génératif, c'est pareil. Ça devient un outil, il va devenir un outil indispensable. Et on va pas dire à quelqu'un, voilà, tu as fait de ChatGPT, tu as triché. Non. Un humain, il va se servir de cet outil en fait pour améliorer la qualité de son travail et mettre en question challenger ses solutions, challenger ses idées, tout simplement. Oui. Donc c'est un outil en fait d'assistance en fait aux Exactement. humains. Ce n'est qu'un outil d'assistance. Au même titre que dans Word, on peut avoir une fonction dictée aujourd'hui qui capte ce que vous écrivez, ce que vous dites, plutôt que de l'écrire, qui vous permet de gagner du temps, par exemple, pour du texte. Vous voyez, ça fait partie des outils pratiques. Et c'est pour ça qu'il faut, vous voyez, prendre du recul un petit peu entre. Alors là, bah, nous, j'ai la sensation que le public qui est là a quand même une approche un peu plus technique, un peu plus pratique. Donc, vous avez une projection de qu'est-ce que je pourrais en faire et quand est-ce que ça peut me servir. Mais on voit bien que le grand public, lui, on lui dessert un discours qui est un peu plus flou, un peu proche de la science-fiction, qui fait croire que l'IA, c'est formidable, c'est des robots. Vous voyez, on a une différence. Mais par contre, oui, on voit bien l'utilité. Axel, tu donnais l'exemple de tes collègues qui font des mails de synthèse, etc. Faut pas oublier qu'un outil qui vous fait des mails de synthèse, c'est super pratique, mais il vous manque quand même une partie de l'expérience. Et donc, on peut s'interroger ensuite là-dessus. Vous imaginez, vous faites des réunions toute la journée et vous demandez à ChatGPT ou à un autre outil de vous faire de la synthèse toute la journée pour vous à votre place. Le principe d'un travail de synthèse, c'est ce qu'on apprend à faire à l'école, c'est de pouvoir ancrer l'information dans le cerveau. On ne fait pas de la synthèse juste pour la beauté de faire un truc plus court, parce qu'après tout, si on avait entendu que ça suffisait, c'est bon. On fait de la synthèse parce qu'au moment où on fait de la synthèse, on fait un travail d'apprentissage. Et là, on peut se poser la question de, à force de faire retraiter un traitement à un outil automatisé, est-ce qu'il ne nous manque pas une part de l'expérience qu'on est censé acquérir ici? Quand je fais une synthèse d'une réunion, je sais pas, avec Axel, quand on se voit avec des clients et qu'on fait la synthèse pour pouvoir prendre le lien parce qu'on va pas revoir le client dans 3 semaines, et ben en fait, quelque part, en prenant ce temps de faire la synthèse, on réancre tout ce qu'on s'est dit, on l'organise et notre cerveau, vous voyez, digère le truc. Ce qui fait que le jour où on revient à la réunion 3 semaines après, ce cerveau, il a encore retenu tout ça. Si c'est ChatGPT qui le fait à ma place, ça se trouve, je vais être dénué, je vais être obligé de lire la synthèse, essayer de voir pourquoi il m'a dit ça. Si j'ai pas fait le travail de correction de la synthèse après qu'il me l'ait généré, ça se trouve, il m'a dit n'importe quoi et je vais reprendre un truc qui est erroné. Vous voyez? Donc, il faut bien voir vraiment les limites et de se dire, faire gérer un produit ou un traitement par quelqu'un d'autre, ok. Si c'est quelque chose qui n'est pas pertinent pour moi à faire, ok. Si c'est quelque chose qui peut m'apporter un élément supplémentaire dans mon apprentissage, mon expertise, ça peut être tendancieux aussi. Donc, il faut qu'on regarde le bénéfice ici à ça. Bien sûr que c'est pratique en soi, hein, le coup de synthèse, c'est génial, il n'y a pas de problème. C'est du boulot. Moi, je suis une vraie feignasse, donc moins j'en fais, mieux je me porte. Mais j'ai conscience qu'il y a un certain nombre de process par lesquels je dois passer pour m'améliorer sur certains sujets, pour enregistrer l'information, pour être pertinent. Sinon, effectivement, je sers sur un plateau la raison pour laquelle je ne devrais plus exister. Parce que dans ce cas-là, peut-être que le client pourrait maintenant passer par un chatbot, parler au chatbot, faire ses questions, avoir la synthèse, et puis ensuite, il nous fait nos recommandations. Et on commence à avoir ces discours-là, mais là aussi, je redis, l'avantage d'être un être humain face à un être humain, c'est qu'on comprend les non-dits, les sous-entendus, les mauvaises formulations, que l'outil ne le fera pas. Donc il y a une Bonne limite question. cognitive à ne pas Oui. dépasser. Oui, il faut prendre vraiment, il faut se poser la question de c'est utile, ok, mais qu'est-ce que ça va apporter à moi? Et une fois que c'est fait, est-ce qu'il va pas me manquer des trucs? Charles a une question. Charleville. Loïc avait en premier Oui, levé pardon, la main. excuse-moi, oui, je lisais le prénom, le nom. Oui, bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Merci en tout cas pour la présentation. Je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Je rejoins un petit peu hein, l'avis général. C'est vrai que tout ce qui est IA, ça reste quand même des assistants. Il faut contrôler ça. On en a quand même pris conscience assez rapidement. Par contre, je reste quand même assez bluffé sur le fait qu'elles évoluent, mais de manière exponentielle. En quelques années, on a vu quand même ChatGPT au début, on posait de simples questions. Ensuite, ça a été capable d'analyser des images, de répondre à des solutions de type, voilà, si je coupe le fil du ballon, qu'est-ce qui se passe? Donc, en quelque sorte, générer des conclusions. Moi, alors, mon inquiétude va aussi sur l'aspect application militaire. Maintenant, on commence à voir de ce qu'ils veulent bien nous montrer que les IA aussi sont utilisés, par exemple, embarqués dans des avions de chasse
pour assister les pilotes et des fois prendre complètement le contrôle, même si le pilote peut reprendre le contrôle, mais proposer des trajectoires optimales, etc. J'ai vu aussi des applications où voilà, on pouvait diriger des armes et tout. Au niveau sécurité, je me dis, mais qu'est-ce que on peut faire sur la partie sécurisation? On a aussi tout ce qui est parti politique, puisque on peut peut-être dans certains pays, on sait qu'Internet, par exemple, est censuré. Donc, est-ce que au niveau des IA, on n'aurait pas aussi ces contraintes où certains États vont dire notre outil IA, on la limite à tel, je sais pas, si on pose des questions, par exemple, il y en a qui refusent de répondre à des questions politiques. Et donc, cette notion de censure, je ne sais pas comment ça va évoluer. Moi, mon inquiétude, elle est surtout sur tout ça, en fait. Comment ça va être contrôlé, comment ça va être maintenu et surtout sécurisé. Parce que voilà, si une IA pilote des armes, on peut se dire, mais le jour où elle se fait pirater et tout, voilà, on peut la retourner contre nous, ou bien je ne sais pas. Alors, Donc, sur le sujet de la défense, côté militaire, je vais faire court. Aujourd'hui, la plupart des États, la partie défense nationale, c'est le cas en France, refusent que la décision de prise de décision de tir soit faite par une IA. Aujourd'hui, il n'y a aucune IA qui peut prendre la décision d'un tir. La décision d'un tir, c'est un bouton qui est manipulé par un être humain. Donc ton avion, elle peut aider à piloter, elle peut aider à manœuvrer, elle peut aider à détecter des contextes, mais elle ne peut pas automatiquement tirer. C'est interdit. C'est interdit pourquoi? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le deep learning, aujourd'hui, on est incapable de justifier certaines logiques. Et devant une cour martiale, il faut pouvoir justifier. On va prendre un champ plus connu, les voitures automatiques. Les voitures automatiques, il y a 10 ans, on nous disait c'est bon, dans 5 ans, il y en a partout. Hop, regardez aujourd'hui. Les gens qui bossent dedans, ils font la gueule, hein, parce qu'ils disent ouais, enfin, les résultats ne sont pas encore là du tout. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Et il y a le challenge, ce qu'on appelle l'algorithme de la mort, par exemple. Vous êtes à un passage pour piétons, il y a une vieille dame à gauche et un enfant à droite, vous arrivez trop vite, vous ne pouvez pas freiner, lequel des deux vous écrasez? Un être humain, il prend une décision. Et il est redevable juridiquement. Demain, si vous faites ça avec une voiture automatique, qui est responsable? Eh ben, il n'y a aucun fournisseur de conduite automatique qui veut trancher ça, qui veut l'écrire sous forme d'algorithme. Alors qu'en fait, il y a des prises de décision, on sait bien que contextuellement, ça ramènera des conséquences. Ensuite, du point de vue de la décision qu'une entreprise peut prendre là-dessus, ce que je vais élargir dans la question que tu posais, c'est la responsabilité de l'IA en elle-même et de comment elle est faite, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'on peut en faire. La réponse pour garder le contrôle, ce serait de faire tes IA toi-même. Parce que la première réponse, c'est ça. Si tu veux être sûr de ce qui se passe dans ton IA et de pouvoir justifier de tout ce qui se passe dedans, alors il faut en avoir le contrôle complet, donc il faut en être le propriétaire intégral. Mais on l'a dit tout à l'heure, j'ai insisté lourdement sur le fait que ce n'est pas la même facture et pas le même engagement. Si demain on utilise des outils d'IA génératifs comme ChatGPT et d'autres, ça veut dire qu'on passe le relais de la responsabilité à quelqu'un d'autre qui va nous signer des petits papiers, nous dire nous on fait ça, 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 on fait pas ça, on fait pas ça. Comme tu dis, jusqu'au jour où quelqu'un va retrouver un passage et puis il va faire une saloperie dedans et va avoir des conséquences. Et donc aujourd'hui, il y a un flou. Il y a d'ailleurs des normes pour ça, hein, pour ceux que je croise dans les cours techniques, on en parle, hein, il y a des standards, il y a des normes ISO spéciales pour les IA aujourd'hui. Moi, je dis à tous mes clients qui rentrent là-dedans, le point de départ, c'est créer un comité d'IA chez vous. C'est-à-dire définir des personnes dans l'entreprise dont le rôle sera de s'occuper du sujet de l'IA, dans la grandeur du sujet. Voilà. Perspective technologique, perspective business, et perspective éthique et perspective sécurité. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un va dire il faudrait une IA pour ça, alors on déplie tout le déroulé, on dit il faut s'occuper de ces sujets-là, il faut les interroger, il faut se poser ces questions-là d'abord. Si c'est bon, si on peut maîtriser ces aspects-là, on y va, on donne les éléments aux gens qui sont responsables. Si on a des doutes, peut-être que, parce que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec AXA, on dit ah, l'aspect technologique, c'est productif, c'est génial. Ça peut être attrayant, hein, ça peut nous donner envie. Faut-il mesurer les conséquences? Et donc là, c'est ce que tu poses comme question. C'est quelles sont les conséquences de ce choix et comment je suis sûr de comprendre jusqu'où ça peut aller ou de voir ce qu'on peut interagir avec. Vous avez aussi le OWASP Top 10 du LLM qui est fait pour ça, où vous avez le top 10 des menaces principales des IA. Donc je vous invite à aller le voir, on ne va pas le faire ici parce que c'est trop long. Nous, on le fait dans les cours techniques aussi, mais c'est très important. Il est documenté, le OWASP Top 10 du LLM. Vous avez les 10 failles principales qui sont documentées, donc les 10 sources de risques
et la façon dont on peut les utiliser, évidemment les mitigations ou comment on peut les empêcher. Mais à partir du moment où on délègue la responsabilité à quelqu'un d'autre par l'usage d'un produit tierce, alors c'est comme quand on fait du cloud, on délègue la responsabilité à cet acteur-là et donc il faut qu'on voit la chaîne de responsabilité avec eux. Merci Davy. Adrien, je reviens vers toi, mais il y avait, il me semble, Johan qui avait une question aussi. Oui, moi je voulais juste revenir sur l'aspect des développeurs. David disait qu'on s'en sert comme assistant hein, et le développeur, lui, maintenant, il va faire la review du code. Ça suppose que le développeur, il est quand même senior, il maîtrise déjà ce langage. Oui. Et le risque à long terme, c'est qu'on a des jeunes développeurs qui, quand ils s'habituent à ce genre de technique, n'accumulent pas en fait la maîtrise du langage et ils se retrouveront devant des problématiques qu'ils ne sauront pas résoudre. Exactement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait d'expérience. C'est-à-dire qu'en le Oui, faisant oui, pas, en le faisant faire, ils perdent l'expérience qu'ils auraient dû acquérir. Et vous avez peut-être vu des petites blagues sur LinkedIn passer en ce moment disant que la consommation de ChatGPT rend con. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, à force de feignantiser, de demander à l'outil à réfléchir à notre place, on commence à avoir ce réflexe de dire j'ai plus besoin de chercher, même à formuler. Et on en parlait avec Axel en préparant cette session. On donnait l'exemple d'un tableau Excel avec des combinaisons super pointues, etc. à trouver. Et Axel, tu défendais l'idée que c'était vachement pratique parce que ça faisait le boulot. Moi, je défendais l'idée qu'il fallait d'abord vérifier si c'est fiable. Et ensuite, le problème, et c'est ce que Johan, tu décris ici, c'est que si ChatGPT te fait tes fonctions Excel tout seul et qu'il te les donne, c'est bien, mais à quel moment tu apprends? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu en auras besoin, il faudra lui demander. Alors qu'en fait, le mieux, ce serait d'apprendre ensuite. Ça peut être intéressant comme base d'initiation pour résoudre un problème, mais comme tu le dis, Johan, à un moment donné, l'expertise va bien falloir l'acquérir. Je ne peux pas juste être un contrôleur de trucs que je ne comprends pas moi-même. Donc on aura c'est ça. effectivement le développeur et la développeuse devront toujours être des développeurs-développeuses capables de faire le code eux-mêmes, d'utiliser l'outil pour faciliter le boulot. C'est pour ça que je conseille à tous les gens qui font, que ce soit du développement, que ce soit par exemple des architectures Amazon ou Azure avec des templates déjà tout faits, bah, de savoir le faire eux-mêmes pour ensuite utiliser l'outil pour gagner du temps, pas pour le faire à notre place, mais gagner du temps simplement dans la formulation et ensuite avoir quand même la capacité d'analyse. Et c'est pas parce qu'il m'a pondu une version que c'est la meilleure possible. Moi, je peux revenir ici, rajouter des prises de contexte que j'ai du mal même à formuler dans le prompt, mais qui correspondraient à des bonnes pratiques ou des fois une question de sensation. Et ChatGPT n'a pas de sensation. Par contre, un développeur ou une développeuse, un architecte ou une architecte peut avoir des sensations qui vont faire qu'elle va préconiser quelque chose de plus spécifique. Il y a le facteur humain, il y a le facteur chaotique qu'on n'a pas du tout dans les IA. Tout à C'est fait. vrai. Ça, et dès en fait, dès que tu réfléchis à une vision à long terme, les questions deviennent évidentes. Donc, pour moi, à court terme, ça peut aller. À long terme, après, chacun prendra ses responsabilités. Mais Je moi, vais je même te pense. donner un exemple. Quand on parle d'IA, quand on parle de succès des IA, tout le monde nous donne le domaine médical. Ah, mais l'IA, ça peut détecter des cancers et tout et tout. Allez dans un hôpital, voir un service qui utilise ça depuis une décennie et demandez-leur ce qu'ils en pensent maintenant. La plupart, ils vont dire oui, ça marche, c'est cool, ça fait pas mieux qu'avant, et on est toujours obligé de contrôler tout. Et finalement, entre le coût d'investissement, le travail et le résultat, on n'est pas sûr que ça vaille le coup, le bénéfice soit si rentable que ça. Donc, il faut vraiment être sûr que ça nous apporte quelque chose. Ça peut apporter quelque chose au patron qui a envie de virer du monde parce qu'il pense que tout va se passer comme ça. Je rappelle que la plupart des boîtes qui l'ont fait aujourd'hui s'en mordent les doigts. Hein. Je n'ai pas d'exemple de gros succès, de boîtes qui disent ouais, c'est génial, on a viré tous nos employés, tout fonctionne tout seul. Il y a un grand Richard bien connu qui a fait ça il n'y a pas longtemps, Monsieur Musk, et qui a rembauché tous ses employés 3 mois après. Voilà, on est dans du mythe complet, quoi. Après, il y a des boîtes qui ont viré des postes et qui ont remplacé ces postes, qui les ont formés à passer sur ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, ils disent, OK, ce boulot-là, c'est plus intéressant qu'un être humain le fasse, parce qu'en fait, après, des fois, c'est des trucs répétitifs, non valorisables. Donc oui, un être humain payé très cher à faire un truc qu'un script pourrait faire, effectivement, ça a toujours été bête, en fait. Maintenant, par contre, l'être humain, il peut arriver à côté pour aider justement à prompter, à contrôler, à amener de l'amélioration de tout ça. Et donc, il y a d'autres, vous voyez, une évolution des profils aussi, je pense, à venir chercher ici. La course à la productivité. Ouais. On a une question d'Adrien et une question d'Engal après. Oui, Ouais, merci Adrien. bien. Ma question, le sujet sous-jacent pour moi, c'est la fuite de données. Je m'explique.
Qu'en est-il en fait de, on va appeler ça l'amélioration continue de ces chatbots, dans le sens où est-ce que toutes les données qu'on leur fournit sont réutilisées après pour mettre à jour les données, le modèle d'IA, etc., ou est-ce que le modèle est fixe? Alors après, l'éditeur va faire évoluer ses versions, ça c'est une chose, mais sur une version donnée, est-ce que le modèle sous-jacent est fixe? Et alors, corollaire de ça, est-ce que tous les chatbots, alors essentiellement publics, hein, pas ceux qui sont mis en place au sein d'une entreprise, ont accès à Internet? J'explique Oui. le pourquoi du comment. Ah non, mais je vais y aller direct, t'inquiète. Parce que à la Dual Summit, j'ai suivi une conférence de Palo Alto présentant une solution pour éviter la fuite de données sur les chatbots comme ça. Et le mec avait présenté, montré comment il était possible de donner des fausses informations à une IA pour pouvoir après faire en sorte que les images, les liens, les choses comme ça soient redonnés à l'utilisateur et qu'il y ait du phishing derrière, enfin des mécanismes de phishing derrière. D'un autre côté, moi, quand j'ai utilisé un chatbot récemment, je lui ai demandé, va consulter la documentation AWS et dis-moi ce que tu peux avoir comme information sur tel service, machin, blablabla. Il m'a donné une réponse. Je lui ai dit, non, c'est faux, regarde cette page-là. C'est ce que tu viens de me donner, c'est complètement faux. Ah, excuse-moi, mais en fait, mon modèle a été construit il y a 1 an et demi et j'ai pas accès à Internet. Donc, qu'en est-il du vrai, du faux là-dedans? Est-ce qu'il y a une évolution dans l'apprentissage, le moteur d'apprentissage, je sais pas comment il faut le nommer, voilà. Alors, comment ça fonctionne en back-end, ils le diront jamais clairement. Ils ont tous un intérêt à avoir une certaine forme de visibilité, de transparence, mais aucun va dire réellement comment ils fonctionnent. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de données pour apprendre et les améliorer. D'ailleurs, l'amélioration aujourd'hui des IA des génératifs qu'on connaît grand public ne passera pas par assimiler plus de données. C'est dit, Yann Lequin l'a redit encore il y a quelques mois dans une conférence, pour ceux qui veulent aller voir, je vous donnerai le lien. Il dit en fait, ça sert à rien, on est arrivé à une quantité de données, c'est pas la quantité de données qui va améliorer le produit, c'est l'algorithme qu'il faut améliorer, la logique de l'algorithme. Alors, les modèles sont figés à un moment donné parce qu'on ne peut pas avoir une IA qui apprend tout le temps. Pour qu'une IA s'améliore tout le temps, c'est ce qu'on utilise, c'est les RAG. Donc les RAG, on va dire que chaque fournisseur a son RAG perso dans son coin qui ne vous montre pas, qui eux est une façon d'améliorer. Si dans ChatGPT ou Mistral AI, ils trouvent une grosse connerie tout de suite, en fait, ils ne vont pas le faire réapprendre, ils vont alimenter un RAG à eux, interne, pour dire, bon, on corrige ça, et ils laisseront ensuite aux clients la possibilité, dans leur interaction à eux, d'utiliser leur propre RAG. Par contre, sur la donnée source, aujourd'hui, on a des grosses problématiques. Comme tu l'as dit, on peut faire alors du data poisoning, ça existe. Ça, c'est des concepts de sécurité. C'est-à-dire que ce soit votre outil à vous ou que ce soit un outil public, dans les deux cas, la personne qui a accès à la source de données d'origine peut très bien pourrir la donnée d'origine pour pourrir l'algorithme. C'est possible. On peut Alors, sur pourrir la le donnée RAG. d'origine, oui, effectivement, mais sur une donnée qui n'est pas d'origine, justement, est-ce que. En même temps, je pense que tu as répondu à la question. C'est le fait que le RAG, dans ces cas-là, soit pourri par une donnée, erronée, en fait. C'est ça Et le truc. ensuite, elle peut être poisonnée par une donnée erronée et on ne connaît pas la logique d'un algorithme qui est derrière, qui, ça se trouve, ne peut pas bien interagir avec cette donnée. Et en plus, comme tu l'as dit, donc tu as donné les exemples où des fois, le moteur te dit, au fait, moi, je suis bloqué dans une version précise. Parce qu'en fait, ils ne font pas un réapprentissage tous les 6 mois. Enfin, c'est trop, en fait, c'est beaucoup trop. C'est très, très gros, en fait, un réapprentissage d'algo. Donc, ils collectent plein d'éléments qu'ils devraient rajouter. Ils se constituent ce qu'on appelle le dataset d'origine. Et ensuite, ils réapprennent tous les, je ne sais pas combien de temps pour pouvoir les améliorer. Et c'est pour ça, quand vous voyez Nova, vous voyez ChatGPT ou Mistral, OpenAI dans telle ou telle version, vous avez des versions plus ou moins puissantes, avec plus ou moins de puissance de calcul, d'inférence, plus ou moins de données, de ressources et plus ou moins de paramètres de filtrage qui vont dedans. Il y a plein d'informations sur lesquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Si aujourd'hui, toi, tu te dis, mais moi, je voudrais un outil qui soit incapable d'aller faire tout ça, qui n'a jamais accès à Internet, alors on retourne sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut fabriquer ses propres outils. C'est la seule façon de pouvoir contrôler tout le flux complet en ayant la garantie de bout en bout. Après, tu as toujours des partenaires qui vont te signer les contrats disant eux, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Tu as des outils chez Amazon où tu peux faire ça, où c'est contrôlé. Ils disent voilà le modèle, voilà ce qu'on a dedans. Tu as des documents qui sont fournis pour prouver ce qu'ils disent. Et tu as le produit dans une version précise. Voilà, tu le sais. Okay. Mais là, on est sur des produits internes des éditeurs de cloud comme Amazon, par exemple. Merci. Et du coup, Anne-Gaëlle? Oui, merci déjà pour la qualité là,
des échanges, c'est toujours super éclairant. Donc, moi, je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit auparavant. Sur par exemple les cas d'usage sur la partie VoiceBot. Par exemple, là, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, ils ont eu à mettre en place en tout cas des VoiceBots pour faciliter en tout cas le travail des équipes gestionnaires de comptes, quels qu'ils soient, avec un parcours qui prend euh, qui prend un workflow des cas dits simples. Donc, c'était censé justement dégager du temps aux gestionnaires pour se concentrer sur les dossiers les plus complexes. Le souci, c'est qu'en fait, les équipes ont remonté assez rapidement qu'en fait, c'était un problème de ne plus avoir à gérer finalement les dossiers qui étaient censés être simples, parce que du coup, ils se concentrent sur les dossiers compliqués et ils font plus que ça sur toute la journée. Et ils disent, ouais, en fait, ça nous faisait une respiration. On savait que les cas simples, on pouvait, voilà, entre plusieurs cas difficiles, on avait celui-là, il ne nous prenait pas de temps. Et en fait, le souci, c'est qu'au-dessus, c'est les indicateurs du management qui n'ont pas évolué et qui, Oui. eux, comptent au nombre de dossiers qui sont gérés par le gestionnaire sur la journée et pas forcément sur la qualité ou le niveau de difficulté du dossier qui est à gérer. Donc, du coup, l'un dans l'autre, quand on veut mettre de la facilité par des outils type IA, par exemple pour le VoiceBot, bon, bah, l'humain derrière, c'est pas forcément quelque chose qui lui amène du mieux, quoi. Voilà, c'était Alors, juste pour rebondir par rapport à ça. c'est un super use case que tu donnes, Gaël. C'est rare qu'on nous parle de cet aspect-là. Mais c'est génial parce que en fait, ça veut dire qu'il y a une perspective de bénéfice possible. Je gagne du temps parce que c'est des cases simples qu'on peut se qualifier. Et beaucoup de monde fait ça, hein. Les chatbots, tout ça, souvent, c'est fait pour ça, pour éviter de mobiliser le support pour des trucs basiques, répétitifs qu'on peut calibrer. L'idée, hein, c'est de faire un entonnoir très rapide pour dire, bon, tous ces cas-là, c'est un peu ce que vous avez sur tous les supports maintenant. Tous les cas de base, en fait, ça peut être orienté directement par un chatbot qui répond très rapidement avec des questions et des réponses. Et on ne sollicite l'humain, qui souvent vaut plus cher à solliciter, que dans les cas les plus complexes. Mais là, ça veut dire ce que tu décris, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, du point de vue management, ils n'ont pas pensé à remettre en perspective la façon de mesurer les indicateurs de réussite du travail des gens en enlevant le fait qu'effectivement, il y avait des use cases plus simples à gérer, donc moins de temps. Et donc, au lieu de commencer à numéroter, je veux dire, la qualité par le succès des réussites de tes équipes, ils mesurent toujours le volume de tickets traités, on va dire, grosso modo. D'accord. Et c'est intéressant que tu dises le retour des équipes, c'est de se plaindre aussi du fait de faire que des trucs complexes qui prennent plus de temps, qui sont durs à faire, et que les trucs plus simples, des fois, ça fait pas mal, ça fait du bien au cerveau de redescendre d'un niveau. Donc ça veut dire qu'il y a une mise en perspective dans la portée de l'objectif. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça va m'amener? Et souvent on le dit, hein, quand on prépare le use case, le point de départ d'une IA générative, c'est dire ça va me servir à quoi? Mais en termes de business. Et donc il faut qu'on voit comment ça va nous impacter en termes d'organisation d'équipe, mais aussi potentiellement comment on mesure la bonne pratique. Comment je mesure le bénéfice de l'IA générative et comment je mesure ensuite maintenant le succès de l'équipe qui l'utilisait avant, ou qui va l'utiliser, ou en faire qui va seconder pour le coup. C'est un très bon use case, Ouais. je te remercie. Très très bon use case. Pour remettre un peu en perspective la GenAI Davy au sein des hyperscalers. Bon, on a ChatGPT qui est ouvert au grand public, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer comment l'IA s'intègre dans le IA Space aujourd'hui quand on fait de la AWS, de l'Azure, du GCP, comment on Alors, peut l'utiliser? je vais faire Amazon, puisque moi je connais que surtout Amazon. Pour les autres, vous ferez le parallèle. Chez Amazon, on a plusieurs niveaux de services qui sont fournis quand on va chez eux, quand on veut faire de l'IA en général. Donc là, on dit l'IA en général, tous les champs. On a les outils SageMaker. SageMaker, c'est la gamme d'outils pour fabriquer ses IA soi-même. Donc là, ça s'adresse à celles et ceux qui disent je veux sortir l'artillerie lourde, je veux mettre les mains dedans, je veux le faire moi-même. Donc on a des outils, en fait c'est comme des studios de préparation qui sont optimisés pour ça, qui fournissent des algos déjà préfaits, des librairies qui vous permettent d'interagir évidemment avec le reste de l'infrastructure Amazon et de produire vos propres IA. Alors que ce soit du machine learning, du deep learning ou même vos propres IA génératives. Si demain vous dites, ouais, mais moi je voudrais faire une IA générative qui est assez basique et je voudrais faire mon truc moi-même en personnalisant certains trucs, vous avez Bedrock dans ce cas-là. Bedrock, lui, c'est l'IA générative, c'est des foundation models qui sont fournis. Il y a ceux d'Amazon avec Nova, et puis il y aura d'autres bien connus, hein, comme Mistral, comme OpenAI, comment il Claude. s'appelle? Claude, ouais, merci. Vous en avez toute une série comme ça qui sont dispo.
Vous pouvez rentrer dedans, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez mettre en place des racks, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle des guardrails pour mettre des limiteurs pour éviter que ce soit, par exemple, que l'IA se mette à vous insulter ou qu'elle traite justement des messages, des menaçants, etc. Vous avez l'équivalent d'un copilote de Microsoft chez Amazon, ça s'appelle Amazon Q, donc qui existe en 2 versions, Amazon Q Business et Amazon Q Developer. Amazon Q Developer, on en a un peu parlé quelque part, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'assistant au développement, donc lui, son but, c'est ça, c'est de faire du code. Et Amazon Q Business, lui, il est plutôt fait pour l'être humain commun, qui dit « Salut Amazon, je vous connais pas trop, tiens, si demain je devais créer une appli chez vous, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ?» Et donc là, il pioche dans la doc technique, il pioche dans les best practices, dans les sources d'informations d'Amazon pour vous préconiser. On pourrait même utiliser Amazon Q Business pour décrire une architecture, et ensuite la mettre en prompt d'Amazon Q Developer pour développer le code qui ira avec. Attention aux IA qui s'alimentent les unes des autres comme ça. Hein, les IA anthropophages, ça existe, mais ça donne des trucs un peu consanguins des fois. Donc il faut faire attention, toujours à contrôler. Et puis on a tout ce qui sont les services d'IA. Les services d'IA, c'est les sujets précis où Amazon dit, en fait, tu sais quoi, plutôt que de t'emmerder, on a fait un service qui fait exactement ce que tu veux. Donc ils ont par exemple un des plus connus que vous connaissez, c'est le boîtier Alexa qui utilise 2 services en fait qui s'appellent Lexa et Polly. Lexa, c'est celui, alors que je ne me trompe pas, qui prend votre voix et qui le traduit en texte. Et Polly, c'est celui qui fait l'inverse, qui prend le texte de réponse et qui le traduit en voix audio. Et derrière, vous avez des outils comme Comprehend qui permet de faire de l'analyse de contenu. Vous avez du text track pour aller chercher le texte dans un audio, par exemple, justement, qui serait capté. Vous avez Amazon Recognition aussi dans la foulée, qui est capable d'analyser des photos ou des vidéos, faire de la reconnaissance faciale, les plaques d'immatriculation, etc. dans les vidéos. Donc là, on a des services qui sont carrément déjà pré-managés entiers. On n'a pas à s'en occuper, ça veut dire qu'on n'a pas la main dessus non plus. Et nous, on va juste les intégrer comme une brique fonctionnelle dans un applicatif que je vais fabriquer moi-même, au milieu d'autres services d'Amazon, au milieu de fonctions lambda que je vais écrire moi-même, par exemple, de bases de données que je vais alimenter moi-même. Vous voyez ? Donc, on a toute cette gamme-là. Évidemment qu'on va choisir ensuite celle qui correspond à notre besoin, à notre approche et à notre désir de garder le contrôle. Plus je veux le contrôle, plus c'est complexe, plus c'est cher. Mais ça m'amène la satisfaction du contrôle complet. Plus je ne veux pas m'embêter, plus je veux que ce soit simple d'utilisation, plus je vais aller vers les services pré-managés. Mais ça veut dire que je n'ai pas la main dessus. Et donc, moi, je vais juste regarder comment ça s'intègre à ce qui existe. Merci beaucoup, Davy. On arrive au terme de ce CloudShot. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir si tu avais une synthèse en 1 ou 2 minutes? Ne pas prendre ça pour argent comptant. Ce sont des outils d'assistance. Donc, il faut impérativement, et ça, je vous invite à m'en faire part autour de vous dans vos entreprises, à dire attention, vous voulez en faire, d'accord. Est-ce qu'on peut d'abord, avant de se lancer, se poser les bonnes questions? On va en faire quoi? C'est pour quel objectif? Qu'est-ce qu'on essaye de plus faire avec? Qu'est-ce qu'on essaye de lui faire faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aux humains qui sont là? Quelles sont les conséquences de le faire si ça marche pas bien? Pas juste si ça marche bien. Et comme tu dis, Anne-Gaëlle aussi, quand ça marche bien, qu'est-ce que ça a comme conséquence aussi? Vous voyez? Et pas juste sauter sur la technologie. Il y a toujours une question de besoin. C'est ma logique dans tous les sujets qu'on fait ensemble. Hein. Moi, je ne fais pas de la techno, je ne fais pas du Kubernetes, je ne fais pas de l'IA générative parce que c'est la mode. Je le fais parce que ça correspond à des besoins. Et donc, j'ai besoin de soulever toutes ces questions. Et je vous ai dit tout à l'heure, mon premier conseil, c'est ensuite de monter vraiment une compétence d'IA chez vous, une compétence de connaissance, de culture. Et ça ne peut pas être le boulot d'une personne. Ça peut être le boulot de plusieurs personnes. Si vous faites partie d'un Cloud Center of Excellence, ça peut être une des compétences du Cloud Center of Excellence, puisque bien souvent, le sujet de l'IA est amené par le sujet du cloud, puisque l'outil de cloud, que ce soit Amazon, que ce soit Azure, que ce soit Google, nous amène des boîtes à outils qui contiennent plein d'outils, qui nous mettent le produit sous la main et on est tenté de les consommer à ce moment-là. Et il y a une question de sens, effectivement. Et le fait que aujourd'hui, on ne pourra pas remplacer les humains par les IA, ça c'est clair et net. Mais par contre, il y a une histoire de productivité. Demain, quelqu'un qui sait utiliser l'IA sera beaucoup plus productif que quelqu'un qui ne l'utilise pas. Dans le même domaine, avec la même expertise, hein, je précise. Mais effectivement, il faut l'expertise en prérequis. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre attention, pour votre participation. Merci, Davy, pour la qualité de ce que tu nous as raconté. Merci. Et on vous souhaite un très bon week-end. Et on vous retrouve prochainement pour un autre CloudShot à la rentrée, je crois, hein, Davy. Oui, c'est prévu. Super. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez quelques questions que ce soit. Merci bien.
Merci beaucoup. Au revoir. Bon Merci après-midi. à vous. Merci à vous. Bon week-end. Merci, au Bonne revoir. continuation. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci.